Bon, bonjour papa. Salut Mokhar Tov. Boker Tov. Déjà, avant de commencer à parler, je trouve que le format, il est très spécial. Puisque échanger ensemble, Baruch Hashem, je peux dire que je t'appelle souvent. Pour, que ce soit pour poser, pour te demander conseil, pour avoir un peu ton avis. Mais cette fois-ci, la particularité, c'est qu'on va être filmé. On est filmé On est déjà. filmé. Et que ça va surtout faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui pourront peut-être écouter et voir. Et la première chose que je voudrais partager, c'est déjà une idée toute simple, hein, que un enfant, il a la possibilité d'apprendre de son père, peu importe l'âge. Alors c'est Baruch Hashem, je suis extrêmement fier d'avoir un papa comme ce que j'ai, mais de manière générale déjà, ce que je trouve fantastique, et peut-être le premier message de ce podcast, c'est de voir que peu importe l'âge, on a toujours quelque chose à apprendre et à recevoir et à prendre conseil. C'est vrai. Alors d'abord, si ça ne te dérange pas, je vais quand même te reprendre. Tu parles du père, moi je parle des parents. Parce que d'abord, ça c'est quand on parlera du couple, sache que là, au fond, même si la parole parfois elle est plus exprimée par l'un ou par l'autre, mais l'autre conjoint est toujours présent à l'intérieur de ça. Et puis, et je pense que c'est important aussi de savoir, tu sais, quand par exemple on parle d'éducation et qu'on parle de transmission, souvent les personnes, elles parlent de l'obligation du respect. Et je leur dis en vérité, le respect des parents, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on a construit une relation qui fera que quand l'enfant, a priori, n'a plus besoin de ses parents parce qu'il a une dimension adulte, il soit toujours intéressé par être à l'écoute de la parole parentale, même si par la suite il n'en tient pas compte. Mais révéler qu'au fond, cette parole est importante pour lui, non pas par principe pour valoriser ou rassurer le parent, mais parce que tout simplement, il y a quelque chose à entendre. Tout le danger, tout l'enjeu, c'est de ne pas prendre cette parole comme étant un absolu. Bien sûr, quand on est beaucoup plus jeune, oui, parce que c'est quelque part le principe même de la transmission, mais de ne pas se sentir coupable, de ne pas nécessairement suivre cette parole. Et ça, je crois que c'est très important, mais ça, on en parlera peut-être au niveau de ce qui se joue dans le monde des relations humaines. Comment faire en telle sorte que dans la relation, lorsqu'une parole est exprimée, eh bien, l'autre va se l'approprier et en fera ce qu'il désire. Et ça, c'est au fond le principe même de ce qu'on peut construire. Et ça veut dire, juste que je comprenne vraiment, parce que dans cette introduction hein, dans laquelle on est, déjà, la première idée que tu me dis, c'est que un petit peu une façon de mesurer la réussite de l'éducation et de la relation qu'on a créée avec nos enfants, c'est de voir est-ce que quand, a priori, ils n'ont plus besoin techniquement de me demander l'autorisation, papa, est-ce que je peux, ou maman, est-ce que j'ai le droit, ils vont continuer à vouloir entretenir cela. Et ça, c'est déjà une première mesure qui me permet. C'est vrai, c'est-à-dire que quand par exemple on parle du respect des parents, en vérité, le respect, c'est pas de l'obéissance. L'obéissance, c'est technique. Oui, à un moment, il faut qu'il y ait cette obéissance parce qu'il y a un cadre et ça, c'est fondamental pour construire une relation. Par contre, ce qui est très important, c'est de faire en telle sorte que le parent ait créé une relation qui amène l'enfant à être intéressé par la parole parentale. Ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Et ça a de la valeur. Et à partir de là, évidemment, je fais mes choix, je construis, etc. Et ça, je pense, on ne peut le faire que dans la mesure où l'enfant sent qu'il a cette liberté d'être à l'écoute d'une parole du parent, mais que le parent n'attende pas de lui qu'il valide sa vision à lui de l'existence en tant que parent en la reproduisant. C'est-à-dire, voilà comment je comprends les choses, voilà comment je les vois, voilà comment je pense qu'on pourrait peut-être agir. C'est mon avis, je sais qu'il est important pour toi, mais quelque part, ton choix, il t'appartient. Et même si à un moment, ton choix n'est pas le bon, dans le sens où c'est peut-être pas donné les résultats que tu espérais, avoir l'élégance, en tant que parent et de manière générale dans la vie, de ne pas dire « tu vois bien, tu aurais dû m'écouter ». Parce que si on n'a pas cette élégance, on ne peut pas construire véritablement. Mais ça veut dire que cette partie-là du travail, dans notre cadre, c'est ton travail. C'est-à-dire, toi, tu dois être prêt à faire en sorte que même si à un moment, tu m'as dit « Abraham, fais, ne fais pas » et que j'écoute pas, ou bien c'est aussi mon travail aussi en partie. Parce qu'a priori, moi, je vois qu'il n'y a que toi qui, quelque part, doit te dire « Bon, écoute, même s'il ne m'a pas écouté, c'est pas grave. Et même si un jour, il prendra un petit peu un mur, je viendrai pas lui dire, et c'est vrai que c'est très très désagréable, les gens qui viennent te dire je t'avais dit. Ouais. Et souvent en plus ils le disent je t'avais dit, même quand ils n'avaient pas vraiment dit. Ou ils le disent pour se protéger, pour être certain que dans tous les cas de figure ils avaient dit. Mais est-ce que moi aussi j'ai un travail à faire là-dedans? Alors, tout d'abord,
je ne crois pas qu'un parent, sauf sur des cas très particuliers, doit dire à un enfant qui est devenu adulte, fais ou ne fais pas. Sauf si l'enfant lui demande, dis-moi, est-ce que je dois faire ceci ou je dois faire cela. Là, déjà, et de le parent, manière dans ce générale. cas-là, voilà, le parent va dire, parce qu'il y a une demande à ce moment-là, voilà, dis-moi ce que je dois faire. Et dans lequel on est en train de dire, voilà, je ne te demande pas de fonctionner à ma place, mais là, je te demande à toi de prendre la décision. Dans ce cas-là, le parent va le faire. Moi, je suis beaucoup plus dans un univers dans lequel le travail doit d'abord se faire au niveau du parent. C'est-à-dire que l'enfant se sente libre de ne pas suivre et sache que ça ne changera rien à la relation. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour valider la relation à travers le fait que j'accepte ton point de vue ou pas. On s'aime, point à la ligne. Il y a un rapport d'amour qui est là, et après, il y a des sujets sur lesquels, en effet, on va émettre un avis. Je crois que le travail que toi, en tant qu'enfant, puisqu'on est toujours l'enfant de ses parents, doit être fait, c'est de ne pas avoir peur, c'est-à-dire de faire en telle sorte que ce qu'on va imaginer, mais si je fais ça, peut-être qu'il va se sentir mal, etc., etc. C'est-à-dire cette forme d'anxiété qu'on pourrait avoir, et qui est très belle, parce qu'on n'a pas envie de faire souffrir, on n'a pas envie de faire du mal, eh bien dire non. Non, je ne pense pas, parce que c'est pas mon but. Si à un moment je fais autrement, je fais confiance à la dimension adulte de mes parents de savoir comment les gérer. Maintenant, on voit, et ça je pense que tu y es confronté aussi, que parfois malheureusement, la relation n'a pas été construite comme il se doit et on s'y confronte de temps à autre à travers les problématiques face auxquelles on se retrouve, de parents qui, malheureusement, les enfants doivent les protéger. Parce que tout simplement, il y a une dimension adulte qui n'a pas encore été construite et ça, c'est un vrai travail. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est vraiment ça, c'est passionnant, mais une prochaine fois, ouais, ça, dans un prochain podcast, voilà. je voudrais savoir et explorer à quel point je dois faire attention en tant qu'enfant si le travail n'a pas été fait en amont, mais c'est vrai. Mais pour rebondir, justement, quand tu me disais qu'il y a besoin avant tout, quand je pose une question, de pouvoir faire en sorte que je sache que la relation, elle est suffisamment stable et que j'ai pas besoin de faire plaisir ou autre. Quelque part, c'est vrai que c'est ces questions-là. C'est des questions d'enfant à parent. Mais non, bon, moi, en tant que jeune rave de communauté, je suis en contact avec des gens. Toi, tu as cette expérience, au Hachem, beaucoup plus développée, beaucoup plus large. Et souvent, en ce moment, j'ai des gens qui viennent me voir et la vraie, je sais pas, une question, je sais pas si c'est parce que j'habite à Tel Aviv ou autre, mais à mon avis, c'est très large parce que je la rencontre dans toutes les communautés. Il y a une vraie question identitaire. Une question de qui je suis. Ça veut dire qu'il y a eu le modèle parental dont on a parlé. Attention, tu as dit identitaire, il y a identitaire et identité. Identitaire, c'est un principe d'appartenance et de l'identité, c'est-à-dire de qui je suis moi en tant qu'individu. 100%. 100%. Non, donc j'ai beaucoup plus. C'est très vrai. C'est bien. J'aime bien faire attention. Bien évidemment, parce que ça va avoir un impact immense sur la question identité. Qui je suis. Qui je suis déjà, parce que j'ai l'impression que alors on est enfant, on grandit à la maison, le foyer, comme on a parlé, plus ou moins. Il y a une école plus ou moins, il y a les programmes post-scolaires plus ou moins, les études, les voyages en Israël, tout ça bien. Et j'ai l'impression qu'un jour, j'ai plein de jeunes que je rencontre qui à un moment se disent, et moi dans l'histoire, qui est-ce que je suis ? Comment me définir ? Parce qu'ils veulent avancer dans la vie, ils veulent parler à un moment de construction, de projet, de bien évidemment mariage par la suite. Mais tant que je n'ai pas vraiment défini le qui je suis, comment j'arrive à me positionner, qu'est-ce que j'attends de moi-même, c'est quoi mon objectif dans la vie, ils se sentent un peu freinés. Et je voudrais vraiment savoir c'est quoi les pistes de réflexion, ou plutôt comment t'accompagnerais dans une situation pareille. Voilà. Alors, moi, la première question je te refile la patate chaude. Alors, moi, la première manière dont Première chose, je leur dis, mais pourquoi tu vas me demander ça à moi en tant que rave ? C'est-à-dire, c'est intéressant. C'est-à-dire que la question, elle est très très large, mais qu'est-ce qu'ils attendent de la personne qui est en face d'eux ? C'est-à-dire, si je vais voir un psy demain, c'est son job, c'est son travail. Maintenant, je vais voir un rave. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est construite et quelque part, tu es le psy, entre guillemets, sur lequel qui facturera pas ? Et dans ce cas-là, il faudra faire très attention. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont envie d'avoir un éclairage Torah ? Et c'est très intéressant parce que amener les gens à se poser la question, mais pourquoi je pose la question et pourquoi je la pose à lui ?
Et ça, c'est très intéressant. À la Tu limite... peux me le dire en deux parties? Alors, Sur pourquoi je pose la question et voilà. pourquoi à lui? Alors, moi, je commencerai d'abord par la seconde, à leur dire, mais pourquoi tu me poses ça Pourquoi à moi? moi? Mais attention, c'est pas, je te demande pas de te justifier, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire, c'est comme quand tu poses la question à quelqu'un, mais au fond, pourquoi? Pourquoi tu veux pas mettre les téphilines, par exemple? Mais c'est pas du tout, je te demande pas de te justifier, c'est intéressant de dire, comme dans d'autres choses, mais pourquoi je Un m'énerve? interrogatoire, quoi. Voilà, moi, par exemple, ce matin, à un moment, quelqu'un m'a dit quelque chose et j'étais pas content. Et là, pendant les quelques minutes où j'étais un peu seul, je me disais, mais pourquoi je me suis énervé? Qu'est-ce qui fait que cette chose-là, elle m'a bouleversé? Elle a Qu'est-ce qui se touché à passe? un point. Voilà, mais la question, elle doit se poser de manière très fluide, très sereine. Tout va bien, d'accord? Donc ça, le dire, à la limite, je n'attends pas Réfléchissons de ensemble réponse. pourquoi tu es venu chez moi, quoi. Ou même, je n'attends pas de réponse. Mais je pense que ça serait intéressant que tu essayes de réfléchir parce que ça sera déjà une piste. Alors, juste, Oui. souvent, tu leur poses la question et tu les laisses avec la réflexion pour la suite. Complètement. Je te pose la question, réfléchis. Parce qu'il ne faut pas qu'ils aient l'impression que je leur demande de justifier. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Maintenant, sur l'autre question, Il y avait pourquoi à moi personnellement alors, et voilà, pourquoi de manière générale. Voilà, pourquoi à moi? Est-ce que c'est moi, Abraham? Est-ce que c'est moi en tant que figure symbolique? D'accord? Parce que qu'on le veuille ou pas, à un moment, il y a une dimension symbolique, sans faire de la psychanalyse, mais à un moment, il y a aussi la figure symbolique que l'on recherche. Ça, c'est déjà un premier point. Sur l'autre chose, pourquoi tu as l'impression que de ne pas savoir véritablement où tu en es est quelque chose qui t'empêcherait de construire? C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est, moi j'aime bien ce terme de détricoter, c'est-à-dire que la personne comprenne exactement, et c'est un truc que tu dois savoir, parfois la personne en vérité va chercher une question à te poser pour renforcer le lien avec toi. C'est-à-dire que on n'est pas nécessairement ici dans une recherche de réponse, mais beaucoup plus dans une question qui permet de renforcer le lien pour créer une forme de proximité dont ils ont besoin. Et c'est très entendable, si on connaît les cadres et qu'on connaît les limites, évidemment, dans les relations. Maintenant... Et dans un cas pareil, la question, elle a déjà une importance, rien que de par le fait qu'on va... Quelque part, c'est comme s'il disait, je voudrais avoir une bonne excuse pour avoir un bon échange avec quelqu'un que j'apprécie, que j'aime et que je voudrais renforcer les liens. Voilà. Ou tout simplement me sentir proche. On aime bien tous. Moi, je l'ai vu par rapport à moi aussi, évidemment. Sentir qu'on a à un moment une forme de relation privilégiée avec une personne qui, dans notre symbolique, représente quelque chose d'important qui représente. Pourquoi? Parce que, comme un jour tu m'as dit, j'ai le numéro de téléphone privé de tel et tel rave extrêmement sollicité, qu'on le veuille ou pas. Alors oui, techniquement parlant, ça m'arrange, mais qu'on le veuille ou pas, on se sent un peu plus valorisé et c'est normal. Et c'est normal, ça fait partie de la réalité de l'humain. Maintenant, sur le point de je voudrais savoir où j'en suis, donc leur dire mais pourquoi tu en as besoin, ça c'est sûr. Et puis après, commencer à se poser et sur cela, être très pragmatique, c'est-à-dire dire bon, alors on va d'abord essayer de réfléchir au jour d'aujourd'hui, si tu fais le bilan de ta réalité, mais non pas un bilan ce que j'ai fait de bien ou de mal. Bon, alors donc tu es qui? Alors évidemment aujourd'hui avec la problématique du genre, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Donc tu es un homme, tu es une femme, tu es célibataire, tu as tel âge, etc. Donc tu as déjà un certain nombre d'éléments. Quels sont les éléments sur lesquels tu t'interroges? Savoir, est-ce que tu es un homme ou une femme? Est-ce que tu as 20 ans ou 25 ans? Non, ça c'est des réalités concrètes, d'accord? Maintenant, c'est quoi les points sur lesquels tu as envie de comprendre exactement où tu en es? Et sur cela, je crois que ce qui est très très important, c'est de montrer qu'au fond, on est tous confrontés d'une manière ou d'une autre à la même problématique. C'est-à-dire, en tant qu'enfant, j'ai grandi dans un univers, cet univers a créé chez moi un certain regard sur le monde, et c'est normal, mes parents m'ont conditionné. Et c'est normal, parce que toute éducation à la base, c'est une forme de conditionnement dans lequel on transmet aux enfants les valeurs qui sont les nôtres, et après, tout le travail, ça va être de se les réapproprier. Alors, juste si je comprends bien, c'est-à-dire que tu me dis que dans la première étape, déjà exceptionnelle, je décortique la question et je fais en sorte de mêler qu'est-ce qu'il a pu, dans quelques mots, rentrer peut-être toute une vie, quoi. Oui.
Et tu me dis, alors on fait par étapes. Maintenant, tu me dis, effectivement, on est le résultat de l'éducation de nos parents. Bah, viens, on commence par ça. Que souvent, j'ai reçu à la maison, comme tu dis, j'ai été conditionné, je suis 100% d'accord. Et peut-être que dans une situation, telle ou telle famille, bah, je vais me sentir peut-être bien avec ce que j'ai reçu. Dans d'autres, et peut-être souvent, je veux dire, je ne me reconnais pas. Est-ce que dans la question, il y a aussi une remise en question des parents? Est-ce que moi aussi, j'ai le droit d'invalider, je ne pense pas, en tout cas, un process? Comment, justement, par rapport à cette première étape de vie, qui, quelque part, on va dire, c'est le b.a.-ba de l'identité, après avoir commencé à faire mes propres expériences, recherches, lectures, cours et autres, comment est-ce que je fais par rapport à cette première partie identitaire pour réussir à d'un côté dire je suis le fils de mes parents et tout va bien, et d'un autre côté j'ai suffisamment grandi pour à un moment aussi devenir moi-même? Alors évidemment, cette question elle est fondamentale. L'idée c'est quoi? À un moment, dans tout modèle d'éducation, il y a les valeurs qu'on transmet à travers le verbe et à travers le vécu. Or, ce qui va être important, c'est de savoir dans quel environnement la personne qui est en face de toi a vécu. Si elle a vécu dans un environnement que j'appellerais toxique, et la toxicité, c'est quoi? Tu sais, il y a quelque chose que les gens devraient savoir. Je crois qu'il y a il y a une étude qui a été menée il y a quelques années aux États-Unis et en Israël en parallèle, et qui montre que dans l'échelle des traumas, un des traumas les plus importants qui puissent exister chez un enfant, c'est quoi? C'est les crises de couple. Wow. Pourquoi? Parce que c'est son monde qui s'écroule. Alors, qui ne s'est jamais disputé avec son conjoint, il n'existe pas. Enfin, peut-être si, on sait qu'il y a des gens incroyables qui ont réussi toute leur vie à avoir une relation harmonieuse, et c'est génial. C'est dans le domaine du possible. Mais on va dire que c'est plutôt rare. En tout cas, moi, ça ne me concerne pas. Et ce qui est intéressant, c'est, oui, évidemment que ça a eu lieu. Maintenant, quand il y a une récurrence, alors l'enfant se sent dans une posture d'insécurité. Or, l'enfant a besoin de se sentir sécurisé. Donc, évidemment, dans un environnement insécure, ceux qui sont responsables, entre guillemets, et je ne les culpabilise pas, c'est-à-dire ça ne sert à rien de dire aux gens « vous êtes coupables ». Évidemment, je ne peux pas être à l'écoute d'une parole de quelqu'un qui, par ailleurs, me déstabilise complètement par rapport à ce dont j'ai besoin. Je veux dire, c'est comme si un parent attendait d'un enfant qui soit à l'écoute de sa parole alors que par ailleurs il ne le nourrit pas. C'est bouleversant. Donc, tu dis la stabilité d'un couple, c'est une forme de nourriture, quoi. C'est fondamental. Alors évidemment, et tu connais cette expression que j'aime beaucoup, que je tiens d'ailleurs de Segui Hirsch, qui est un très très grand thérapeute qu'on a eu le bonheur de connaître, maman et moi, qu'on a fait un travail avec lui par rapport à des structures qu'on était en train de monter en France, et c'était quelqu'un d'incroyable, c'est quelqu'un d'incroyable, qui disait, dans la vie, vous savez, on rate, et puis après, on rate moins. Ouais. Dans la mesure où on se rend compte que ce qu'on a fait peut mieux faire, l'enfant le perçoit. L'enfant perçoit parfaitement. L'enfant, c'est un buvard, il se rend bien compte si on a dit, non, c'est le modèle, ou alors si il capte. À partir de là, le travail à faire, c'est donc d'amener et faire en telle sorte que l'enfant puisse réussir à entendre les mots que l'on prononce, parce qu'on ne les invalide pas systématiquement par un comportement qui est complètement opposé à cela. Et ça, c'est fondamental. Un enfant sait très bien que quand on est à l'extérieur, et vous l'avez vu à la maison, et c'est normal, quand il y a le regard des autres, on est toujours un petit peu plus, et c'est normal. C'est normal. C'est humain. Mais si le delta est colossal, là, le parent peut plus être vraiment il sent que c'est faux, quoi, en fait. Alors, il sait qu'on joue tous à un moment un petit peu la comédie. C'est normal. Et même ne serait-ce que quand on reçoit des gens... à table, on va mettre le beau plat, et peut-être qu'on ramènera le Tupperware à table. Voilà. Jusqu'à là, peut-être pas. Bon, mais ce sera plus Mais en facile. tout cas, il se rend bien compte que, voilà, on gère différemment. Toute l'idée, c'est justement de créer, de faire en telle sorte qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus aucune distinction s'il y a le regard de l'autre ou si on est juste entre nous. Mais si le delta est trop important, au bout d'un moment, on est invalidé pour l'enfant. Et l'enfant nous en veut de nous être invalidés. Parce que l'enfant, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on soit l'adulte qui soit sa référence. C'est ça qui, au fond, le nourrit. L'enfant, lui, ce qu'il adore, c'est d'avoir un parent qui soit référence. Il n'attend qu'une chose, mais soyez ma référence. J'ai envie que vous soyez ma référence. C'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure de sécurité,
Ouais. C'est ça la sécurité. Ah, ça, S'il c'est te plaît, un j'ai des- besoin pas de savoir si je vais manger ce soir ou si je vais avoir un toit. C'est de savoir qu'en fait, j'ai quelqu'un qui Qui est est un adulte. adulte et qui, pas simplement va me protéger d'un méchant voyou qui veut m'attaquer, mais qui, quelque part, tient la barre Voilà. de la maison. Et puis, et au-delà de ça, c'est-à-dire, Quand tu dis on- une référence, qu'est-ce que tu veux dire par le Une- fait une moi, je suis réf- le parent, j'ai Oui. des enfants. oui. J'ai envie de leur donner cette sécurité. Et je m'identifie à 100%. Ma femme, elle me dit le plus beau cadeau qu'on pourra toujours faire à nos enfants, c'est de leur donner tout simplement une maison, un couple stable. D'abord de sentir que papa et maman, il y a une relation d'amour. D'accord? Et une relation d'amour, l'enfant le perçoit. Il perçoit, même s'il voit de temps à autre des tensions et des disputes, mais il sent qu'on construit ensemble quelque Il y a du chose respect, et de on l'amour. essaye d'être proche. D'accord? Ça, c'est déjà un premier point. Seconde chose, c'est de réaliser qu'il a des parents qui sont adultes, c'est-à-dire qui savent réagir comme des adultes par rapport à des situations de vie. D'accord? Et Ça, c'est une référence. ça veut quoi. dire quoi réagir comme un adulte? Remettre les choses à leur place. C'est-à-dire savoir ce qui est important, savoir ce qui ne l'est pas. Des parents qui savent aussi revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est-à-dire être capable de dire, vous savez, hier, je me suis très énervé parce que vous avez fait tomber ça, mais au fond, c'est un petit peu dommage que je me sois tellement énervé parce qu'au fond, c'est peut-être pas si important que ça, mais ça fait partie de la vie. Donc l'enfant voit cela. Je me rappelle un jour, j'ai dit à un de tes frères, tu te rappelles un jour, je m'étais très très énervé sur toi parce que tu voulais pas aller au lit. Et je lui ai dit parce que j'avais peur de la réaction de maman. Si elle rentrait à la maison, enfin quand elle allait rentrer, elle allait se rendre compte que je vous ai pas mis au lit. Alors, le problème, c'était moi. Parce que, j'étais en train de fantasmer sur la peur d'une réaction qui d'ailleurs n'avait pas lieu Et des d'être. fausses, en plus. Mais je me dis, mais si alors, donc il faut absolument qu'il aille dormir. Mais pourquoi? Pour protéger ma relation, parce que j'avais peur. Et après, évidemment, il faut que je comprenne, mais pourquoi j'ai peur de la réaction? Et là, on en parle dans le couple, etc. Et c'est ça qui est passionnant, au fond. Ah, Et c'est vrai lui, que je les me phrases rappelle que quand je lui ai j'entendais à dit la maison. ça, non, quand je lui ai dit ça plus tard, il a souri, il m'a dit, je suis content de l'entendre. C'est-à-dire, il avait parfaitement capté que ma surréaction, Était c'était injustifiée. beaucoup plus pour me protéger, moi, par rapport à une peur dans la relation de couple qu'on a. Et il aurait presque pu me dire, mais attends, mais si tu as un problème, règle-le avec, Moi, j'ai rien à voir avec ton tout ça. épouse, quoi. J'ai rien à voir avec tout ça. Mais quand tu y réfléchis, c'est ce qui te permet après de travailler, parce qu'à ce moment-là, tu en parles à ton conjoint, tu dis, tu sais, j'ai réagi parce que je me suis dit, si il ne veut pas aller au lit, j'ai peur que tu réagisses comme ça, et ta réaction peut me faire du mal ou me poser problème, et on en parle. Et on règle le Et problème et on en parle, avance. et on avance. On construit comme Et ça. c'est là où c'est très intéressant. Non, mais c'est vrai que quand, C'est en ça tant qui est qu'enfant, parce passionnant. que moi aussi, je les ai entendues, ces phrases, Ouais. où je voyais que toi ou maman disait sur une situation ou autre, parce que au final, il y avait beaucoup de stress, ou même en amont, je me rappelle que parfois vous nous disiez, ça va être une journée difficile aujourd'hui, c'est une journée stressante. Donc voilà, venez, on fait en sorte qu'on n'arrive pas à des C'est problèmes ça. parce que ça risque d'exploser. Je sais que pour nous, ça donnait beaucoup de validité aux autres situations. Parce que si papa et maman, quand ils ont surréagi, ça va peut-être être sur place ou plus tard, ils vont dire pardon, ou en tout cas dire c'était pas comme ça qu'il aurait fallu, et c'est pas vous. Ça veut dire que les fois où ils étaient vraiment pas contents et qu'ils sont pas venus dire quoi que ce soit, que c'était vraiment nous le problème. Oui, Et c'est sûr. ça rentre dans le cadre référence que tu voulais dire, Oui, que ça, ça me permet de me rassurer moi Oui. en tant qu'enfant quand je vois ça, quoi. Oui, de sentir qu'il y a un comportement adulte. Et le comportement adulte, c'est une certaine forme de constance, d'être en phase avec ses valeurs, même si on n'y arrivera pas à 100%, mais que l'enfant voit qu'en vérité, on a une forme d'exigence par rapport à nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que un enfant qui voit qu'un parent a une exigence par rapport à lui-même sent que le parent est dans une dynamique de construction de vie. Alors, la grande difficulté, c'est quand le parent veut que l'enfant soit dans la même exigence que lui par rapport à ce que le parent voudrait. Et c'est là Mon où, fils, en tu seras effet, médecin. voilà. Ou alors, je fais très attention à ça, tu dois faire très attention. Je vais prendre l'exemple qui peut, un peu gros sabot. Le parent a une forme d'exigence par rapport à lui-même au niveau de la relation à la cache-route, d'accord? C'est-à-dire à toutes ces choses permises ou interdites dans la tradition juive. Et le parent est très vigilant par rapport à ça, ce qui est très bien. Il voudrait que l'enfant ait la même exigence. Et l'enfant, ce qu'il doit apprendre, c'est que dans la vie, quand il y a quelque chose qui est important pour toi,
tu dois être capable de tenir. Maintenant, c'est moi qui vais définir par la suite ce qui est important pour moi. J'entends le fait que toi, c'est très important la cache-route. Voilà. Mais est-ce qu'à un moment, chez moi, j'ai envie de rentrer cette même valeur à ce même niveau surtout? À ce même niveau, c'est-à-dire que quelque part, cette exigence, ce raffinement que tu veux avoir, je l'entends, je le respecte. J'aurai évidemment le minimum syndical, il est là. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir pris le concept. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses qui deviennent importantes pour toi et sur ça, j'essaye, entre guillemets, de rien lâcher. Et c'est là où, aux parents, de ne pas se sentir invalidés parce que l'enfant n'a pas la même exigence que lui dans le même domaine, mais qui disent, mais au fond, l'idée, il l'a. Et à lui de la mettre en application dans les domaines dans lesquels il penserait que c'est important, quitte à ce que par la suite, et ça va être très intéressant, des années après, il va se rendre compte que dans les domaines dans lesquels le parent avait cette exigence, l'enfant brusquement, à son tour, va revenir dans cette exigence. Mais la lecture que je peux en avoir, c'est qu'à ce moment-là, l'enfant dit non, moi je fais très attention à ça, et parce que toi tu fais très attention, c'est une manière de dire laisse-moi libre. Et ça c'est normal, et à nous en tant que parents de se dire attends, tout va bien. En fait, là, ce que tu viens de me dire, c'est fantastique parce que, surtout dans cet échange, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que je sais, par exemple, que toi, avec le Minyan, ça fait partie des choses sur lesquelles tu essayes de faire très attention. Tu peux traduire Minyan pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le concept du Minyan. De faire la prière obligatoirement en groupe de 10 personnes. En communauté. Donc la synagogue, techniquement. C'est quelque chose sur lequel tu fais très attention. J'essaye de faire très attention. En tout cas, nous, on l'a ressenti vraiment comme quelque chose d'important. Et on fait des efforts pour. Et je me rappelle encore en vacances, quand on va prendre la voiture pendant une demi-heure, le matin, aller-retour, le soir, aller-retour, pour ne pas rater la tfila comme il faut à la communauté, alors qu'on avait les excuses nécessaires pour pouvoir se dire, si on prie à la maison comme il faut, ça va, quoi. On n'est pas devenus des mauvais juifs, loin de là. Et je sais que moi, d'un côté, comme tu disais, j'ai pas pour autant validé, j'ai pas le même niveau d'exigence que toi là-dessus, mais pour autant, ça m'a marqué d'une manière très forte. Je sais que ça fait partie des choses pour lesquelles je vais pas si facilement me dire, bon, écoute, ça va, quoi. La Sina est pas trop loin, c'est la bonne excuse pour ne pas, quoi. Ça fait partie des choses qui m'ont marqué. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je vais te dire pourquoi je l'ai fait, parce que à un moment, de par toutes mes activités, les cours, les conférences, etc., j'avais justement plein de, entre guillemets, de bonnes raisons. Et quand je dis de bonnes raisons, de me dire je ne peux pas prier en communauté et tout. Et quelque part, c'était l'idée, mais qu'est-ce que j'exige de moi-même? Et donc, c'est pour moi une manière de me dire, voilà, j'essaye de m'imposer quelque chose. Alors parfois, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais derrière ça, c'est pas tant pour que vous-même... je me suis jamais dit je veux qu'ils voient parce que comme ça va leur transmettre. On l'a jamais ressenti comme ça en plus. Pas du tout. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est à partir du moment où tu penses que quelque chose est important pour toi, au regard de ta construction de vie, au regard de... Eh bien à ce moment-là, on essaye de ne pas lâcher le truc, même si ça demande des efforts, parce que c'est le concept en vérité qui est important. Et c'est vrai que, moi par exemple, j'ai un exemple très simple, quand je voyage le matin, parfois j'ai vu que si je prends un avion plus tard, je pourrais prier en communauté. Et parfois ça coûte un peu plus cher. Ça va coûter 50, 60, 70 €. Et il m'est arrivé parfois de me dire, eh bien non, ma prière à prier en communauté, c'est pas moins que 70 €. Alors bien sûr, dans la mesure, j'ai pas de problème, c'est-à-dire si à un moment je me rends compte que c'est une désorganisation, etc., évidemment que non. Et d'ailleurs, ou aussi, si ça peut poser un problème au niveau de la famille. Pourquoi? Parce que faut savoir où est l'essentiel, où est l'accessoire. C'est bien de prier en communauté, c'est recommandé, mais faire attention à sa famille, c'est fondamental. Et c'est à nous de savoir à un moment être dans un équilibre. Je vais te raconter une histoire qui m'a beaucoup interpellé. Et il n'y a aucune forme de jugement. Un ami voulait offrir un Sefer Torah, voulait offrir donc une Torah dans une synagogue, et le rabbin lui a dit offre-le à telle période, parce que c'est une période très particulière, symbolique, etc. Voilà, c'est très joli. Et il est venu me poser la question, voilà, c'est un gros événement, c'est important. Et puis il m'a dit, bon, la seule chose qui m'embête, c'est que ma mère a l'air d'être un petit peu embêtée parce que
Certaines de ses copines qu'elle aimerait beaucoup inviter ne pourront pas être là à Paris. Mais le rabbin m'a dit non, mais c'est une période symbolique, très particulière, etc. Et je lui ai dit, écoute, la symbolique, c'est très beau, mais là, tu as la notion du respect des parents. Et le respect des parents, c'est capital. Donc, à partir de là, la question ne se pose plus. Attention, je précise quelque chose. Le respect des parents ne peut pas être un prétexte pour être dans la transgression des lois de la Torah. D'accord ? Un parent ne peut pas dire à son enfant, après, si le parent dit c'est son problème, c'est son histoire, mais un parent ne peut pas dire à un enfant, écoute, moi je mange non cachère, au nom du respect des parents. Si tu viens pas avec moi à ce restaurant. Dans ce restaurant. Là, on va dire non, parce que et toi et moi, on est soumis à la même loi. Après, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui fait qu'un parent parle comme ça à un enfant ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Pourquoi il a besoin de ce positionnement ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin ? Pas juste de positionnement, tu as raison, mais aussi, en 2 mots, je montrais que je suis toujours le patron. Attends, mais ton enfant, il a quel âge ? Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, donc c'est sûr et certain que cette notion-là... mais ça rejoint vraiment ce que tu disais tout à l'heure, l'éducation par le verbe et l'éducation par les actes. Oui, par les actes. On l'a jamais entendu, et je me rappelle même des situations en vacances dans lesquelles on t'a dit... on t'accompagne pas à Mincha. Oui. Et on n'a jamais senti, pour la prière de l'après-midi, que tu étais vexé de partir tout seul. Vous m'avez abandonné, pas du tout. Ok, vous venez pas, moi j'y vais tranquillement. Voilà. Et ça nous a marqué. Donc, en fait, si on fait un peu d'ordre, là maintenant, toujours pour reprendre un petit peu mon jeune, qui vient me voir et qui, bon, quelque part me pose une question que moi-même je me pose aussi. Hein. Donc, c'est pas simplement me dire, ah, il y a le jeune qui vient, ça me concerne à moi aussi. Qui je suis, on a un peu exploré toute la partie éducation, comme tu l'as dit, conditionnement avec les parents, pas de remise en question, mais en même temps prendre, valider ce que j'ai et me l'approprier, quoi. Une fois que je passe cette étape et que j'ai déjà réussi, comme tu m'as dit, à décortiquer avec ce jeune, etc., je vais avoir besoin là maintenant de l'accompagner par rapport à ses choix de vie aujourd'hui, qui vont, peut-être qu'il attend en tout cas de moi, d'entendre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que, à un moment, beaucoup se retrouvent dans une situation dans laquelle, grâce à Dieu, on travaille beaucoup. C'est très intense. On court d'une chose à l'autre. On fait les choses bien. Hein. On est une personne correcte. C'est pas des voyous, mal polis, mal éduqués. Non, du tout. Des gens bien. Mais très souvent, on se dit, mais est-ce que je me fais pas happer par la vie ? Et c'est vrai que moi, personnellement, je le vois même parfois sur certains jeunes qui font même parfois des carrières exceptionnelles. Mais en tant que regard extérieur, le peu d'expérience et surtout l'école dans la maison dans laquelle j'ai grandi, donc j'ai été à la bonne école sur ce point-là, je vois qu'il y a peut-être un souci. Et c'est, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai envie un peu de l'orienter aussi vers cette réflexion. Comment tu touches à ce sujet ? Est-ce que tu y touches ? Et comment tu l'emmènes à voir cela et à penser ça ? Alors, c'est sûr que la question que tu poses, elle est capitale. Là-dedans, moi en tout cas, ces choses auxquelles j'essaye de faire bien attention, c'est qu'il, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est qu'il ne me demande pas de penser à sa place. Et pourquoi ? Parce que c'est une manière de se protéger, d'accord ? Ah ben, il m'a dit de faire ceci, voilà, donc je le fais. Tu veux dire quoi par penser à sa place ? Penser à sa place, c'est-à-dire, je ne vais pas lui dire ce qu'il doit faire, sauf dans certaines situations bien précises, évidemment, où c'est de notre responsabilité. D'ailleurs, c'est une autre question, mais sur le devoir d'ingérence. Parfois, chacun sa vie, chacun son chemin. Si on aime vraiment quelqu'un et qu'on voit qu'il va dans le mur, on a l'obligation d'intervenir. Je prends un exemple, alors qu'il va peut-être pas plaire, parce que on a décidé de dépénaliser quasiment le rapport à ce qu'on appelle pudiquement les substances. Mais si tu vois quelqu'un qui est sans arrêt dans le monde des substances, donc de la drogue, et tu dis ben, c'est son choix, je le respecte. Non, si tu aimes profondément quelqu'un et tu vois qu'il va dans le mur, le coup de chacun sa vie, chacun son chemin, non. Tu essayes d'intervenir. Après, comment j'interviens ? De quelle manière ? Est-ce que je peux intervenir ? Ça, c'est un autre sujet. Donc ici, l'idée, en tout cas, telle que je vois les choses, ça serait de lui dire, mais quelle est la place et la valeur que tu donnes à tous les éléments de ton existence ? C'est-à-dire, comme dans la construction d'une relation, quelles sont les choses fondamentales et quelles sont les choses qui le sont moins ? Qu'est-ce que représente... commencer à lui dire, réfléchis par toi-même avec ces questions. On peut même réfléchir ensemble, voilà, écoute, tu as un travail, c'est génial.
Au fond, ce travail, qu'est-ce qu'il t'apporte? D'abord un salaire, et c'est super, et je te souhaite d'avoir un très beau salaire, et je souhaite à tout le monde, d'accord. Est-ce que ce travail t'épanouit? Et si oui, en quoi il t'épanouit? Donc, amener la personne à réaliser, est-ce que c'est le fait qu'il ait un poste? Est-ce que c'est le fait qu'il peut dire aux autres ce qu'il fait? Ou est-ce que le travail en tant que tel le nourrit et lui apporte? Et qu'on soit bien clair, si c'est quelqu'un, par exemple, qui adore réfléchir et qu'il est dans une démarche dans laquelle, un travail dans lequel il est obligé de beaucoup de réfléchir, ça le nourrit, c'est génial. D'accord? Donc, déjà, s'arrêter sur ça. Et après, lui dire, mais est-ce qu'au fond, le travail, c'est pas une manière, parfois, dans la vie, de compenser un manque par ailleurs? Et, à ce moment-là, lui poser la question, tu sais ce que tu fais dedans, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et quels sont les éléments qui te donnent un sentiment de bien-être? Quelles sont les situations dans ta vie qui ont créé chez toi un sentiment de bien-être? Et je ne lui demande pas de me répondre immédiatement. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'il prenne le temps d'y réfléchir. Ah, c'est vrai, hein, qu'on a tous des moments dans lesquels on a. Et qu'est-ce qui fait que je me sentais bien? Alors, il y a l'enfance où j'ai kiffé, mais le kiff, c'est dans l'immédiateté, c'est sympa. On a besoin aussi d'avoir des moments de plaisir. Mais qu'est-ce qui fait que j'étais content? Il y a un sentiment de plénitude. Voilà, au fond, c'est tout l'enjeu de la définition du bonheur. Le bonheur, tel que la Torah, tel que je le comprends à travers l'enseignement de la Torah, c'est quand ta vie, elle rentre en résonance avec ce qu'elle peut être. Quand tu te rends compte que tu as utilisé de la manière la plus adéquate possible les éléments qui t'appartiennent, tu es profondément heureux. Mais j'imagine, il y en a qui te l'ont déjà dit, ouais. qu'ils travaillent 12 heures par jour, très beau poste, beau salaire, et tu dis, bah, mon travail, c'est ma vie. Alors, tu sais des fois que c'est alors si c'est ça, pourquoi tu viens me poser la question? Oui, mais quand il te partage ça, tu sais que c'est un peu faux. Ou même parfois, tu vois un petit peu combien tu vas le payer cher par la suite. Comment tu gères un truc? Alors, une chose pareille? Il ne faut pas oublier d'abord que... Parce qu'il y croit, hein, son histoire. Hein. Alors, il ne faut pas oublier que d'abord, il faut remettre, à mon sens, les choses dans une perspective beaucoup plus vaste. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup de personnes, leurs relations humaines, elles existent dans le monde du travail. C'est-à-dire que toi et moi, je ne suis pas sûr qu'on peut comprendre ça, parce qu'on a cette chance d'évoluer dans des univers dans lesquels on rencontre énormément de personnes, on est dans des échanges, des rencontres passionnantes, des gens qui sont très intéressants à tous les niveaux, alors que pour certaines personnes, eh bien, si les relations familiales sont bof-bof, ce qui se passe essentiellement au niveau du travail. Donc, il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, il y a cette notion aussi de se prouver à soi-même quelque chose. Il y a aussi la reconnaissance que l'on peut avoir au travail. C'est-à-dire que parfois, le monde du travail peut nourrir beaucoup de choses dont on a besoin. Si, ça nous donne un statut. Si, on a un monde de relations. Si, en plus, on a cette chance d'avoir des personnes qui savent exprimer leur reconnaissance par rapport au travail que l'on effectue et qui ne définissent pas juste la valeur de ce que l'on fait à travers le chèque qu'ils nous donnent à la fin du mois, ça nourrit. Donc, je peux comprendre que pour certaines personnes, le travail, c'est un lieu dans lequel ils ont quand même pas mal d'éléments dont on a tous besoin. Et je crois qu'il faut être capable de le dire. Il faut être capable de dire, mais si en effet tu as dans le travail tout ça, je comprends que le travail soit tellement important parce qu'il apporte bon nombre d'éléments dont tu as besoin en tant qu'individu. Et comment tu l'emmènes alors à la deuxième partie? Moi, je ne l'emmène pas. Hein. Mais tu n'as pas envie de le porter dans la réflexion? Alors oui. Qu'est-ce que tu me dis par je l'emmène pas? Alors, je l'emmène pas. Quand il vient te voir, tu as envie de le porter et de l'emmener à une réflexion. Envie parce de que tout à l'heure, tu m'as dit, à... tu n'as pas envie non plus de lui dicter les choses. Donc ça, bien évidemment, je pense pas à sa place. Mais à un moment, tu as envie de faire le chemin de la réflexion avec lui. Oui. Ou ça aussi, non? Alors, le chemin de la réflexion, c'est l'amener à réfléchir, c'est quoi le sens de la vie? Est-ce que la finalité de ma vie, c'est moi-même ou est-ce que je suis vecteur d'un projet? Et lui dire, on peut très bien décider que ma vie, c'est une forme de carpe diem permanent, c'est-à-dire, voilà, je vis l'instant présent en étant quelqu'un de bien, hein, quelqu'un de bien qui est dans la relation à l'autre, et je ne me pose pas plus de questions, et au fond, l'amener à ce que j'appellerais une problématique existentielle. Suis-je le fruit du hasard, mais je vais essayer de vivre une vie qui se conjugue au plus que parfait à travers des valeurs, toutes sortes de choses, ou alors, ma vie, elle est là pour faire autre chose. Bon, c'est très ashkénaze comme réaction, mais parfois je peux dire à personne, on va se comprendre, qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi
dans la rubrique nécrologique. C'est très Ashkenaz, effectivement. A été un grand ingénieur, a été un bon joueur de golf. Et c'est génial, hein, c'est-à-dire tout ce que je dis n'a rien de dévalorisant. Ou quoi? Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace? Mais parfois, la personne dit, je n'ai pas besoin de cette notion de trace, ne m'intéresse pas. Et à ce moment-là, je crois que quelqu'un a le droit de faire le choix, mais dans ce cas-là, pourquoi il vient te voir? Parce que quelque part, s'il a fait le choix de dire la vie n'a pas de sens, mais en même temps, je vais essayer de faire en sorte que ça se conjugue bien, alors qu'est-ce que tu as... Quel rapport avec moi maintenant? Je n'ai pas compris. Encore plus un rabbin, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu attends de moi? Ou alors, et ça, il faut être très fin, savoir si, en vérité, derrière la question, il n'y en a pas une autre, mais que ça, c'est juste l'intro. Qu'au fond, la personne est confrontée peut-être à quelque chose de plus difficile et qu'elle n'a pas envie de te poser la question. Tu sais, c'est le grand problème. Même si je pars dans un axe qui n'a a priori aucun rapport, c'est comme dans le monde des relations amoureuses. D'accord? Wow. Dans lesquelles la personne n'a pas envie véritablement d'aller toucher le vrai problème. D'accord? C'est comme dans ce que j'appellerais le dictionnaire du non-engagement. Je ressens pas, l'autre, je l'aime bien, etc. J'ai pas le feeling. Voilà, j'ai pas le feeling. Ou alors j'ai pas le pchit. Moi, j'adore le coup du pchit. J'ai pas le truc. Le truc qu'il aime bien dire. C'est un truc de... Enfin bon, on en parlera peut-être à un autre moment, mais... Et la personne, souvent, derrière ça, derrière une question A, en vérité, il y a une deuxième question, mais qu'elle n'ose pas poser pour l'instant. Et donc, à nous de tu sens qu'il te teste pour savoir est-ce qu'il peut avoir la confiance pour poser la deuxième question? Oui, alors ça peut être ça. Et puis, parfois, on a peur de s'interroger réellement par rapport à certaines choses parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à la réponse. Parce que la réponse peut être bouleversante. Ouais. Et quelque part, on fuit. Et il n'y a aucune forme de jugement. C'est là où, en effet, la relation de confiance que la personne va avoir vis-à-vis de toi, dans laquelle elle sent que quelle que soit la problématique qu'elle te pose, tu n'auras pas de jugement par rapport à elle, comme dans l'éducation. Je vous adore, mais j'adore pas du tout ce que vous venez de faire. D'accord? C'est-à-dire, vous, je vous aime très fort. Et la question ne sera pas impacté, ça. Mais ce que vous venez de faire, j'aime pas du tout. C'est la même chose. Si la personne sent que l'élément problématique ne changera pas le regard que tu porteras sur elle, les choses changent. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Tu sais qu'il y a le fameux Hachem Hachem. Alors bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, quand Moïse, à un moment, va prier pour le peuple d'Israël après leur faute, il va dire Hachem Hachem, Dieu, Dieu, de miséricorde, de bonté. Pourquoi il est marqué Dieu, Dieu, les 13 attributs. Les 13 attributs de miséricorde. Pourquoi il est marqué Hachem, Hachem, Dieu, Dieu? Pourquoi il y a deux fois? Et il y a un des commentateurs qui nous dit non, qu'on soit bien clair, on n'est pas ici en train de parler de deux dieux, évidemment. Mais Dieu dit, je suis Dieu avant la faute et je suis le même après la faute. C'est-à-dire, sache que mon regard ne changera pas dès lors que tu seras dans un mouvement et dans une tension pour aller vers quelque chose de bien. Et si la Torah nous le dit, c'est qu'on a besoin de l'apprendre pour nous. Parce que sinon, si c'est quelque chose qui n'est pas dans le domaine du possible pour nous, et je crois que c'était perso pour Dieu, tu dis, ça ne servirait à rien comme information. Ça ne sert à rien. Et ça, je crois que c'est ce qui permettra justement, dans ce genre de questions, d'amener la personne à te poser réellement la problématique qui est la sienne et qu'elle n'a pas envie tout de suite de poser. Tu sais, c'est comme le grand classique. J'ai quelqu'un qui a une question à vous poser, mais il n'ose pas, donc il m'a demandé de la poser à sa place. J'ai mon copain qui... Ouais, je lui dis, mais dans ce cas-là, pourquoi il n'est pas venu chez moi me racontant la même histoire? En disant mais je le dirai jamais, c'est pas très élégant, mais c'est normal. Et là, je crois que c'est la relation de confiance qui va se construire, qui permettra à la personne de poser réellement la question et la problématique qui est la sienne. Je peux 2 secondes dévier du sujet parce que, vas-y. En fait, ce que tu viens de dire, c'est que toi, tu as l'expérience et tu entends la question. Et j'ai vu parfois que tu voyais la question et tu avais 4 coups d'avance. Parce que tu avais que le col blanc. Exactement. Et cette expérience-là, en fait, peut-être qu'elle nous dit à tout un chacun de faire attention aussi qui est-ce qu'on consulte et à qui on pose des questions, dans quelle situation. En fait, ce que tu me dis, c'est qu'on a besoin de faire très attention, de ne pas obligatoirement penser qu'il y a des... Comme on dit, les chemins vers l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Alors, on ne parle pas d'enfer, on ne parle pas de ça.
Et des fois, on peut se retrouver avec beaucoup de bonnes intentions et donner des très mauvais conseils. Alors, Sache qu'en ce qui me concerne, en tout cas, il y a des choses, quand je repars en arrière, je regrette beaucoup parce que à un moment, je n'ai pas eu cette réflexion et je me rends compte. Alors, j'ose espérer, et c'est ce que je dis toujours, je dis une des choses qui me bouleverse le plus, c'est de réaliser que parfois on a pu dire des choses qui ont pu faire mal, alors qu'en vérité, on n'avait vraiment pas envie. Aucune intention, ouais. Aucune intention, et qu'on n'a pas pris la mesure que certaines paroles ou certaines manières d'être allaient être des choses qui risquaient de faire très mal, alors qu'en vérité, ce qui est sûr, c'est que cette intention-là n'était pas présente. C'est tout le problème de l'expérience. Et sur cela, en effet, c'est très... Moi, je vois par exemple des gens que j'adore, d'accord, qui sont charmants, mais qui ont 30 ans et qui donnent des conseils d'éducation. Ils sont géniaux, ils s'en connaissent peut-être, et vraiment, peut-être beaucoup plus que moi dans plein de domaines, mais j'ai juste envie de leur dire, hey, t'as 30 ans. Ah, il va dire, et vous, à 40 ans, vous donniez? J'ai dit, t'as raison. Et peut-être qu'en effet, j'aurais peut-être pas dû le faire, ou oui, mais peut-être que moi, j'entendais d'abord ce que mon père, ce que ton grand-père, Zichrono Livracha, disait, et que j'avais une transmission, mais que c'est le genre de choses sur lesquelles il faut être vigilant. La réalité, c'est que c'est quelque chose que tu m'as toujours appris. Moi, quand on me pose des questions, je sais que même quand parfois, au fur et à mesure avec l'expérience, je commence à avoir un petit peu la direction, je t'appelle. Alors, ça me fait très plaisir quand je vois que tu prends la même direction que ce que j'avais. Ok, avec les finesses. Mais ça me donne la possibilité, chaque fois, quand on me pose une question de couple, d'éducation, et surtout quand c'est pas du classique de classique, c'est plus complexe, il y a pas mal d'éléments en jeu, je leur dis directement, sans me gêner, écoute, je prends souvent conseil avec mon père, donc est-ce que ça te dérange? J'espère que ça te pose pas de problème, je vais l'appeler sans donner de nom, sans quoi que ce soit, si t'as pas envie d'en parler à lui. Mais j'ai envie de prendre conseil avec lui. Et c'est vraiment ce que tu me dis sur ce moi, point-là. Je le vois aussi, par exemple, par rapport à certains rabbinim, certains rabbins donc, vers lesquels je me tourne. Et je me rappelle même d'un que tu connais et qui un jour a dit aux gens, mais pourquoi il ne vous répond pas lui-même? J'avais adressé des personnes par rapport à une problématique qui m'est posée chez quelqu'un d'autre, qui est évidemment beaucoup plus sachant que moi et beaucoup plus d'expérience dans plein de domaines. Et lui, il leur a dit, mais pourquoi? Et moi, il m'a demandé, mais il dit, mais pourquoi tu me les envoies? Je dis, mais parce que je pense que si on a la chance de vous avoir dans ce genre de choses. Et après, évidemment, quand il te dit comment il a géré et que tu entends, c'est génial parce que parfois tu te dis, bon, ça va, je suis pas complètement à côté de la plaque. Tu sais, j'ai appris ça de ton grand-père, grand-papa, Zichrono Livracha, qui à 80 ans, entendait qu'il y avait des conférences sur des sujets sur lesquels lui-même était l'expert. Professionnel. Il allait là-bas, il entendait un jeune intervenant, un jeune, il pouvait avoir 40-50 ans, mais lui avait 80, et qui disait certaines choses. Il me disait après, ah, qu'est-ce que je suis content parce que ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je pensais. Et je trouvais ça incroyable. C'est-à-dire ce besoin d'être sûr qu'on n'est pas à côté au moment où on dit certaines choses, surtout quand il s'agit de couple, surtout quand il s'agit d'éducation. Parce que il y a quand même des enjeux. Ouais. Et on ne peut pas jouer avec ça. Il ne faut pas prendre on ne prend pas souvent la mesure, les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, j'ai face à moi des situations dans lesquelles très rapidement, certaines personnes ont dit faites ceci, ne faites pas cela, etc. Et ils n'avaient juste pas la totalité des informations avec des conséquences qui ne sont pas toujours si banales. Voilà. Donc oui. C'est sûr et certain que c'est... Juste, si les gens parlent de ça, comment tu fais pour, d'un côté, te dire, bon, mais il y a de l'impact dans tout ce que je vais dire, et c'est vrai que des fois, ça peut toucher des vies, des familles, des enfants, des couples, et c'est vrai. D'un autre côté aussi, ne pas être bloqué par la peur et de se dire, bah écoute, je dis rien, j'ai trop peur, je m'engage pas, je renvoie toujours chez quelqu'un d'autre. À un moment, on a besoin un peu de plonger dans le truc et assumer, quoi. Alors d'abord... Comment tu réussis à créer ça? D'abord, parfois, sache-le, même si je ne l'ai jamais dit, parfois je fais 2-3 psaumes. D'accord? Je prie parce que je me dis waouh. Ça, c'est déjà la première chose. Et les éléments de langage qu'on va utiliser sont fondamentaux. Moi, je me rappelle un maître qui s'appelle Rav Moshe Soloveitchik, chez qui j'ai eu le privilège d'aller un tout petit peu, malheureusement pas assez, mais qui, sur un sujet, un jour m'avait dit voilà. Maintenant, si tu me demandes ce que j'en pense, voilà ce que j'en pense. C'est-à-dire faire attention de ne pas être directif. C'est-à-dire, écoutez, avec les éléments que vous me donnez,
Et en y réfléchissant, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être ça, etc. Mais évidemment, je ne peux pas vous dire ça avec certitude absolue, mais toujours, moi je dis toujours cette phrase, avec les éléments que vous me donnez, voilà comment on peut penser les choses. Alors c'est très intéressant parce que il y a parfois des gens qui t'appellent et qui disent voilà, il se passe telle et telle et telle chose, et moi il m'arrive de leur dire... En général c'est dramatique et urgent. Voilà, bon, souvent il n'y a pas d'urgence, enfin dans l'immense majorité des cas, et alors quand ça touche une problématique où il y a deux personnes, ben, c'est pas parce que vous me le dites que c'est vrai. Il y a peut-être une autre version de l'autre personne. Mais quand on n'est pas dans des situations pareilles, je leur dis, écoutez, si ce que vous me dites est vrai, alors j'ai l'impression, et vous avez t'as parfois des gens qui disent, mais attendez, mais je vous l'ai dit. Je lui ai dit, mais je suis pas un menteur. Je lui ai dit, monsieur, j'ai pas dit que vous êtes menteur, mais vous venez m'affirmer quelque chose. Je l'entends, mais je ne vous connais pas. Je ne peux pas valider votre parole, sinon ça voudrait dire qu'au fond, bah, s'il y a quelqu'un qui pense exactement le contraire, on fait quoi? Et c'est intéressant de voir que dans la psychologie des gens, l'idée qu'ils ont d'une chose, ben, c'est la réalité. Et ben, on fait quoi? Donc si ce que vous me dites est vrai, et c'est fort vrai, alors voilà. Mais en deux mots, peut-être que ce que vous m'avez dit, c'est pas vrai. Et dans ce cas-là, évidemment, ma vision, elle aurait été totalement différente. Pourquoi? Pour bien montrer que je ne suis pas ici en train de dire comment il faut faire. Et fais très très attention à la manière dont les gens parfois peuvent instrumentaliser ta parole ou t'utiliser. Moi, c'est les appels. Voilà, je voulais savoir dans une situation pareille, est-ce que vous pensez que... Je dis, écoutez, je ne sais pas. Mais si vous avez vraiment le problème... Non, je voulais savoir de manière générale. Je dis, écoutez, dans ce cas-là, c'est la théorie. Moi, je ne réponds pas à la théorie. Mais si vous... Encore plus par WhatsApp même. Ouais, par WhatsApp ou autre. Voilà, là, je me suis fait avoir. Hein. Je me suis fait avoir. Il y a longtemps, je me suis fait avoir. Moi, une fois, j'ai failli me faire avoir, tu m'as dit ne réponds pas. Je me suis fait avoir comme un idiot, clairement, et je le regrette parce que ça peut créer des dégâts. Et là, je suis très, 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 très vigilant par rapport à ça, parce que tout simplement, utiliser la parole du rave, donc du maître, même si un rave, c'est pas, enfin, je suis pas un maître, mais voilà, de la personne qui est censée être une forme de référence pour pouvoir asséner à l'autre. Mais il a dit... J'ai payé pour ça, il y a des gens qui m'ont utilisé pour ça, je me suis fait avoir comme un bleu quand j'avais plus ou moins ton âge. C'est bon, profite de mon expérience, ne tombe pas là-dedans. Pas besoin de tomber là-dedans. Ah non, non, c'est le classique du couple qui vient te voir avec madame ou monsieur à côté et qui dit Rav, n'est-ce pas que dans un couple, ouais, c'est ça. S'il y a une situation pareille... Ou alors quelque chose aussi qui me pose vraiment problème, c'est quand les gens reçoivent les couples pour leurs difficultés, mais reçoivent d'abord un avant de recevoir l'autre. Pour moi, c'est incompréhensible. Parce que dans la halakha, dans la loi juive, quand tu dois juger une situation et que tu as deux protagonistes, tu n'as pas le droit d'écouter l'un avant l'autre. C'est ce que j'ai appris quand j'ai eu le privilège de faire ma smicha, donc d'avoir ce qu'on appelle mon ordination rabbinique chez Rav Nissim Karelit. Je me rappelle, un jour, quelqu'un est venu parce qu'il voulait lui parler d'une problématique liée à un divorce. Le Rav l'a regardé, lui a dit « Je suis prêt à écouter ce que vous me dites, mais qu'on soit bien clair. À partir du moment où vous me le dites, ce n'est plus moi qui m'occupe du dossier. » L'autre lui a dit « Non, mais vous devez savoir. » Je ne dois rien savoir. Et ça aussi. Ce que je dois savoir, je le saurai en présence des deux. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, quand on m'a présenté une situation, je ne peux pas rester dans une neutralité absolue. J'ai déjà un biais cognitif qui s'est mis en place dans ma tête. L'autre me dit « Vous savez, ma femme, mon mari, très méchant. » Quand l'autre arrive, qu'on le veuille ou pas, les mots qu'il m'a dit sont dans mon esprit. D'ailleurs, même si ça n'a aucun rapport, c'est tout le problème aussi dans le monde des écoles et dans le monde scolaire. Quand des enseignants disent aux enseignants des années à venir « Ah, au fait, il faut qu'on vous prévienne que tel et tel élève, voilà, il est très problématique. » Ouais. T'arrives et t'as une vision tu lui as complètement... mis l'étiquette, quoi. C'est horrible. Par contre, si tu dis « Écoutez, tel et tel élève a telle difficulté, et je veux déjà vous en parler pour que vous sachiez comment la gérer, parce que c'est un élève, si vous lui mettez la pression, il va se fermer. Par contre, voilà, d'après moi, comment on peut faire. » Ça, c'est autre chose. Mais si c'est juste pour mettre une étiquette, c'est horrible. C'est le même principe. Papa, ce que je te disais, c'est que c'est très fort ce que tu me dis en fait là maintenant. C'est qu'il faudrait garder cette neutralité. Qui est quasiment impossible, hein, mais bon. Mais c'est un peu le challenge, quoi. C'est tout parce que il y a le problème de la résonance. La résonance, c'est quoi? C'est que la parole de la personne qui est en face de toi, elle peut faire remonter des choses personnelles. D'ailleurs, sache que dans le monde des psys, on travaille sur cette notion de résonance. Parce qu'à un moment, et d'ailleurs c'est une question que je me pose, mais même si ça n'a pas de rapport,
Aujourd'hui, souvent les rabbins sont confrontés à des personnes qui viennent leur poser des problématiques et souvent ça fait remonter une problématique qui est personnelle et n'ont personne, eux, à qui en parler. Et donc souvent, on va répondre par rapport à ce que ça... Mon expérience vécue. Et puis surtout, la résonance que ça recrée. C'est-à-dire, quelqu'un te parle d'une situation qui, toi, t'a fait beaucoup souffrir, mais qui n'est pas dramatique. Mais voilà, je vais prendre un truc qui, à mon avis, ne te concerne pas, mais voilà, dans la fratrie, à un moment, c'était toujours aux filles qu'on donnait les pains au chocolat en première, enfin, un truc débile, d'accord? Ou alors, tu sais, comme dans certaines familles, on donne d'abord aux garçons. Pourquoi? D'accord? Mais imagine, voilà, donc, et la fille, il y a des gens qui s'en fichent, d'accord, qui s'en moquent, et elle a vécu ça comme étant une forme de posture d'infériorité, d'accord? Alors, je te prends en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est-à-dire, il y a un moment, la personne te parle du sujet, te dit, oui, mais moi, voilà, j'ai un vrai problème, et toi, ça te ramène à cette histoire qui, pour toi, était une souffrance. Évidemment, tu vas réagir. Surréagir même. Ou alors surréagir, mais en tout cas, réagir fonction de la manière dont tu aurais aimé, toi, que l'on fonctionne par rapport à toi-même dans cette propre histoire. Et ça, c'est des questions à se poser. Comme tu dis, la surréaction, c'est l'exemple que je donne. On met la main sur l'épaule, je réagis pas. Je mets la main sur l'épaule de quelqu'un, il hurle. Deux options, il est fou, d'accord? Ou alors, seconde option, il y a une blessure que je viens de réactiver. Et d'ailleurs, dans le monde des psys, parfois on va dire à personne, mais qu'est-ce qui fait que maintenant cette chose-là, brusquement, vous amène à réagir de cette manière? Mais toi, en tant qu'individu, tu dois bien savoir qu'à un moment, il y a cette problématique de résonance. Je ne pense pas qu'on peut être dans une forme de neutralité, ce n'est pas possible. Mais ça vaut la peine quand même de s'interroger. Moi, je l'ai constaté pour moi quand, par exemple, je réagissais très vite. Ou alors, très intéressant, quand parfois, je relativisais l'importance de certaines choses. Mais en vérité, j'avais besoin de me sentir moins coupable par rapport à la problématique que la personne évoquait. D'accord? Je prends un exemple bête qui ne me concerne pas d'ailleurs, le rapport à la nourriture. La personne dit, voilà, mon mari, il mange plein, il faisait ceci, cela. Imaginons que moi, je sais que j'ai un problème aussi à ce niveau-là, et que c'est pas top, d'accord? Évidemment, je vais dire... Relativiser la oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, ce qui est fondamental, etc. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me déculpabiliser moi-même. À un moment, il faut arrêter de se raconter des histoires. Et ça, je l'ai vu chez moi sur certains sujets où j'ai dit, c'est intéressant de voir que sur certains sujets, j'ai une manière d'appréhender, sur d'autres différentes. Et à un moment, je me suis dit, parce que je sais qu'au fond, inconsciemment, ça m'arrange. Alors, qu'on soit bien clair, je n'ai pas traversé la vérité, ça c'est sûr, mais j'avais un regard différent, et évidemment, parce qu'il y a cette notion de résonance. Le mieux, c'est de s'en rendre compte le plus tôt possible, et à partir de ça, eh bien, je crois qu'on le gère de manière très tranquille. Depuis le début, en fait, il y a quelque chose qui nous accompagne vraiment, c'est cette notion d'être vrai, quoi. D'être quelqu'un qui va être ne pas se raconter d'histoire. Mais Mazel Tov, bienvenue au club. Et je crois que je pense que c'est Jérémie qui dit dans un de ses textes, le prophète Jérémie, Shif Tochabetor Mirma, on est installé dans notre mensonge. Et Rav Wolbe, donc ce maître qui pour moi est une référence incroyable, dit, imagine que tu es dans une même pièce, deux personnes qui parlent de toi. Toi, t'écoutes. Ils savent pas que tu es là. Ils parlent de toi. Le premier, il t'adore. Le second, il t'adore moins. Le premier, il va dire, waouh, le mail, il a l'écoute, etc. L'autre, il dit, oui, mais enfin, au fond, ça lui permet de se faire exister. Si on est honnête, on n'invalide pas à 100% la parole du second. Il va peut-être dire beaucoup trop. D'ailleurs, le roi David dit qu'au moment où quand les gens qui ne t'aiment pas parlent, sois à l'écoute. 99% de ce qu'il dit, c'est sans doute faux. Mais il y a peut-être 1% où il n'a pas tort. D'accord? Il y a dans la vie ce qu'on appelle aussi le coup de « il n'y a pas de fumée sans feu », c'est inexact. Moi, j'ai connu des situations dans lesquelles on disait que certaines personnes avaient fait certaines choses, c'était faux. 100%. C'était absolument faux. Mais quand quelqu'un parle de ta personnalité, il va dire « oui, il est très égoïste ». Tu sais que tu n'es pas égoïste. Mais à un moment... Tu te rends compte, pourquoi est-ce qu'il se permet de dire pourquoi il le ressent comme ça, quoi. Il y a quand même peut-être quelque chose qui peut être du domaine de l'égoïsme
et sur lequel je peux travailler. Et ça, à un moment, il ne faut pas se raconter d'histoire, mais bienvenue au club des gens normaux. C'est-à-dire le vivre de manière calme et sereine. Et donc, voilà. C'est incroyable parce que ça permet en même temps, quand il y a des gens qui te critiquent ou qui ne t'aiment pas. C'est pas moi qui dis, c'est le roi David. Hein. Mais c'est-à-dire, déjà, de ne pas le prendre comme une vexation personnelle et au contraire, comme un tremplin pour me dire, si j'ai justement l'âge, la posture d'adulte, de prendre un peu les quelques pourcents qui vont me permettre de grandir. Oui, c'est sûr. Et tu me dis ça par rapport à quelque chose de personnel dont on m'a fait une remarque. Et c'est vrai qu'à un moment, ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais pourquoi on m'a fait cette remarque? Et elle était effectivement exagérée, mais ça m'a ramené ces 2-3% dont tu parles là maintenant. Ça peut être même 1%. C'est-à-dire, le personnel dit, non. Mais maintenant, tout à l'heure, tu m'as dit que quand il y a quelqu'un qui vient te voir, je lui dis, qu'est-ce qui te nourrit dans ta vie? Parce que c'est vrai que le travail lui apporte pas mal. Mais à un moment, qu'est-ce que tu voudrais faire de ta vie et pas dans ta vie? Ça veut dire que le jeune qui est toujours en face de moi là, depuis le début de ce podcast et avec lequel je discute, et je pense en tout cas qu'on a beaucoup évolué dans ce conseil que tu me donnes, comment gérer, comment répondre, comment accompagner, à un moment aussi, de ce que j'ai entendu de toi, le fait de savoir, est-ce qu'il y a une forme de spiritualité, Torah, Dieu qui rentre en jeu, ça va définir les choses. C'est sûr. Est-ce qu'on est à droite ou à gauche? C'est sûr. Parce que s'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de sens à la vie, j'ai plus de chance, je suis né dans une famille qui a plus de moyens, un pays plus tranquille, une éducation, je vais plus profiter. Et l'autre, il a eu moins de chance, il est né dans un bidonville, dans un pays en danger, et tant pis pour lui. Mais au final, cette identité juive, cette mission, ce regard de vie, cette spiritualité, comment est-ce que tu fais en sorte, comment tu la rentres pour pouvoir faire en sorte que celui qui l'a, qui accepte, puisse réussir réellement à puiser à l'intérieur des forces nécessaires pour se construire? Alors, sans vouloir faire de la psychologie Torah un peu cheap. Hein. J'entends. La question est très très vaste, donc je ne vais pas pouvoir la traiter intégralement, je ne pense pas en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'aspects. La première chose, c'est la question du sens, d'accord? C'est-à-dire, je crois que c'est qu'est-ce que j'attends de la vie ou qu'est-ce que la vie attend de moi? Et je suis là pour apporter quoi au monde? Et je crois qu'il faut reprendre un petit peu cette idée fondamentale du Rav Dessler, qui dit que dans l'univers, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont là pour prendre, il y a ceux qui cherchent à donner. On peut prendre et donner parce qu'en donnant, on pourra mieux prendre. Et amener à réfléchir, au fond, on est là pour faire quoi? Pour apporter quelque chose à l'univers dans lequel on se trouve, ou pour pouvoir ramener à soi sans être un égocentrique, et puis être tourné autour de soi. À partir de là, évidemment, la personne, elle va commencer à réfléchir. Et après, l'amener à réfléchir sur ce que représente la Torah, et surtout autour de quelle référence il organise sa vie. Moi, j'aime beaucoup cette image tu la connais par cœur, je l'ai donnée bon nombre de fois. C'est vrai que je fais partie de ceux qui de la écoutent personne, beaucoup tes cours. De la personne qui a toujours 100 aux fléchettes. Pourquoi? Parce qu'elle tire la fléchette et après elle fait la cible autour. Alors dire, voilà, écoutez, on est dans un monde dans lequel les références sont à géométrie variable, dans lequel les gens définissent les valeurs. Et c'est très intéressant. Là, aujourd'hui, je sais qu'il y a un programme, est-ce qu'il est passé ou pas en France, sur la préparation des jeunes à la sexualité, dans lequel on apprend à 9 ans, on est censé leur apprendre à 9 ans, qu'ils ont droit de savoir qu'ils peuvent changer éventuellement de genre, etc. Parce que tu as des gens, ils sont convaincus, je respecte et je ne partage pas du tout, qu'à 9 ans, un enfant est capable de se poser des questions sur si... Ok, why not? Faites-vous plaisir. Mais à un moment, c'est toi qui as créé cette définition. Donc c'est toi qui définis les valeurs. Donc l'autre peut définir d'autres valeurs. Mais si on définit chacun les valeurs, alors tu as l'axe du bien contre l'axe du mal. Mais ceux qui pensent être l'axe du bien contre l'axe du mal, ceux qui sont en face pensent exactement le contraire. Les deux sont persuadés. On fait quoi? Raison, ouais. De manière ultime, si je deviens moi celui qui définit les valeurs et les références, on aboutit à une catastrophe. Et je donne un exemple très simple. Je considère, dis-je, je vais dire en tant qu'époux, mari, qu'une femme
qui aime son mari doit le laisser sortir 2 fois par semaine avec ses copains, boire de la bière et jouer. Super. Ben, c'est ma vision du monde. Et elle a une autre vision. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, mais tout le monde pense. Mais oui, mais moi, je pense autrement. Donc, montrer qu'on a besoin à un moment d'une référence autour de laquelle on va organiser notre vie et qu'elle ne peut pas être à géométrie variable. Je peux être plus ou moins loin de ce qu'elle a à me dire dans certains domaines, mais elle ne bouge pas. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, à un moment, on est obligé de poser la question. Quelles sont tes références? Quelles sont tes valeurs? Lui va dire, c'est les valeurs humaines. Mais c'est quoi les valeurs humaines? Je donne aujourd'hui un exemple. Les terroristes sont aussi des humains. Voilà. Non, mais au-delà de ça. Atrocités, voilà, mais non, mais les valeurs humaines. À un moment, quand Hitler dit le peuple juif a infligé à l'humanité 2 mutilations, celle du corps, celle de l'esprit, celle du corps à travers la notion de circoncision, celle de l'esprit à travers la notion de conscience morale, ma lutte n'est que contre cela, il pensait que c'était une valeur suprême de supprimer ceux qui étaient en train d'handicaper l'humanité. En 2 mots, on coupe le membre malade pour sauver le corps. C'est très intéressant, mais on peut ne pas partager. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Et ça, autour de quelle référence tu organises ta vie? Aujourd'hui, on voit certaines personnes qui disent « Non, mais je considère qu'il ne faut pas avoir d'enfants parce que c'est les amener dans un monde complexe et l'écologie, ce que tu veux. » C'est très intéressant. Mais on peut ne pas être d'accord. Et le troisième pensera autrement, il y a autrement, il y a autrement. Quelle sera la limite? En 2 mots, en 2 mots. Tu réponds à chacun qui dit « Mais chacun a sa vérité au final ?» Chacun a sa vérité, oui, chacun a sa vérité. Mais chacun a sa vérité, alors c'est la Donc ça veut dire que, voilà, c'est la porte ouverte à tous les extrémismes qui justifient, à travers le principe d'une théorie qu'ils construisent et dans lesquels ils définissent la notion des valeurs suivant leurs critères. Et alors donc, dans la Torah, il y a un absolu. La Torah, Pascal dit dans ses pensées que le peuple d'Israël, je crois que c'est lui qui le dit, que le peuple d'Israël a traversé l'histoire à l'ombre de son livre. La Torah nous donne des définitions. On est plus ou moins proche, mais au moins elle traverse l'histoire, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle a traversé l'histoire et qu'elle n'a pas été obligée de se réadapter de manière constante pour être dans l'air du temps, mais elle apprend à l'univers dans lequel elle se trouve comment penser l'existence. Après, la question est de savoir si je ne veux pas être à l'écoute de ce qu'elle me propose, pourquoi? Pourquoi ça ne m'intéresse pas d'être à l'écoute? Pourquoi non? Et évidemment, à partir de là, on peut avancer et surtout se rappeler, ça je pense que c'est important, surtout que ce podcast, il sera vu et entendu par bon nombre de personnes qui appartiennent à toutes sortes de spiritualités. La Torah est là pour dire que si les fondamentaux qu'elle véhicule sont acceptés par l'humanité, quelque part, il n'y a pas de hiérarchie chez l'humain. D'ailleurs, rappelons-nous que on parle d'abord de l'humain, l'être humain. Or, le but, c'est que l'humanité... La Torah ne parle pas qu'aux Juifs, quoi. La Torah parle à la base, d'ailleurs, c'est un enseignement des maîtres du Talmud, Chaviv Adam Shenivra B'Tselem, chair et l'humain qui a été créé à l'image de Dieu. Et puis après, on parle du peuple d'Israël dans sa singularité, avec sa responsabilité, qui ne lui donne pas de droits, mais avant tout des devoirs, une nécessité de partage, et qui ne crée pas de hiérarchie à l'intérieur de l'humanité. Et ça, je crois que c'est des choses sur lesquelles il va falloir amener la personne à réfléchir. Autour de quelle référence tu veux organiser ta vie? Point. Parce que si tu veux ta définir référence? La réussite, un couple, quoi, des enfants, voilà. et que tu vas en fait jeter les fléchettes et après dessiner la cible. Voilà. Mais on le voit malheureusement dans le drame des divorces, et c'est tellement bouleversant. La Torah parle du divorce, c'est dans le monde du possible, mais on va dire, ah mais non, l'essentiel, c'est de se sentir bien avec soi-même. Je dis bien sûr, mais à quel prix? Ah mais il y a des psys, et puis il vaut mieux que... Super. Donc comme ça, Mazal Tov, tout va bien. Je me sens mieux. Alors, il a posé le postulat, voilà, il aura raison. Voilà, tout va bien, c'est génial. Ou alors, non, ce qui est important, c'est que je me ressente bien avec moi-même. Je me sens plus bien et c'est pas bien. Donc, il faut que je parte. Super. Quand on se marie pas, vaut mieux que je sois seul, mais plutôt que d'avoir besoin de me plein de choses. Voilà, ou alors, ça fait partie de la vie. Il a fréquenté la fille pendant 1 an, 2 ans. Non, mais ça fait partie de la vie. Oh, mon frère. Attends un moment, j'entends, mais non, mais voilà. Et c'est là où, en effet, on a besoin de savoir autour de quelle référence on organise son existence. C'est-à-dire, en fait,
la dernière étape de ce conseil que je vois avec le jeune, c'est qu'à un moment, il faut définir les choses, quoi. Oui. Il faut appeler un chat un chat. C'est quoi la réussite? C'est quoi C'est quoi une femme? C'est quoi un homme? C'est quoi l'échec? C'est quoi l'amour? Alors, ce qui va être intéressant, c'est que la personne va dire oui, mais l'autre a une autre référence. Moi, j'ai aucun problème avec les références, dès lors qu'elles ne sont pas instrumentalisées pour supprimer les autres. Je te rappelle ce texte du Talmud, qui nous dit d'où nous savons qu'une personne qui n'est pas juive, mais qui respecte les fondamentaux nécessaires pour qu'une société fonctionne, c'est-à-dire le principe d'avoir de l'interdiction du vol, du meurtre, un système judiciaire, un système qui fonctionne, que cette personne est à l'image du grand prêtre au temple de Jérusalem, qui symbolise l'expression la plus aboutie de la réussite dans la symbolique. Oui. Et le Talmud, la Gemara, nous dit, c'est un verset de la Torah. Voici les commandements que l'humain fera, il vivra par eux. Et les mitzvot ha'shayaseh ha'adam, que fera l'humain, il vivra. Et le Talmud dit, il n'y a pas marqué le juif, ou le prêtre, ou le lévite. Non, ha'adam. Donc ça veut dire qu'on a ici quelque chose de capital. On a besoin d'un point de référence qui soit clair et qui ne soit pas là pour invalider les autres. Et ça, c'est capital. Quand, au nom de ta référence, tu peux supprimer l'autre, là, il y a un vrai problème. On le voit même dans la Torah. Quand la Torah nous dit que quand on transgresse certaines choses, il y a des condamnations. On voit que le Talmud nous explique que pour condamner quelqu'un, il faut tellement d'éléments que c'est quasiment impossible. Donc on voit bien que la Torah ne cherche pas aussi à faire... à sanctionner, elle cherche au niveau pédagogique à nous révéler l'importance et la valeur des choses. Je te rappelle que Ki beti bet tefilai karel cholamim, à propos du temple de Jérusalem, il y a marqué clairement dans le verset, car ma maison est une maison de prière pour toutes les nations du monde. Alors, et ça, je ne suis pas en train de dire, donc ça veut dire que la référence c'est le judaïsme. Non, je dis juste, faisons attention, lorsqu'une référence, qui peut être très sympathique par ailleurs, est là pour détruire l'autre. Là, il faut être un petit peu vigilant. C'est ça le problème de l'idolâtrie, en fait? L'idolâtrie, la problématique de l'idolâtrie, elle est multiple. Mais le danger, c'est d'instrumentaliser le divin pour justifier notre désir de faire du mal. Ça, moyen. Très moyen. Et en fait, tu dis, je vais instrumentaliser soit la personne, soit les valeurs, soit le divin, tout simplement, la spiritualité et ce que je veux, quoi. On le voit même chez des juifs très religieux. Ils instrumentalisent la prière pour ne pas être chez eux à la maison le matin, aider leurs femmes. Moi, tu parlais tout à l'heure du fait que je cours. Oui, mais je me rappelle, et que je finissais, je fonçais à la maison pour pouvoir amener les enfants à l'école. Et je vois même avec certains, même avec tes frères, que eux, ils se débrouillent pour prier plus tôt, plus tard, de préférence en communauté, mais pour aider leur époux. Donc c'est pas la bonne excuse. Ah non, voilà. Ou alors, je reste à la synagogue pendant 4 heures, et au nom de la synagogue, j'assume pas mon rôle. Au nom du respect du Shabbat, je peux hurler si j'ai pas 19 à la table. Etc. Et ça, on se détend. Hein. C'est-à-dire, c'est trop facile d'utiliser le divin pour justifier soit notre paresse, soit nos colères, soit le déni et l'importance de l'autre. Et ça, comme dirait l'autre, on se calme. D'où j'ai appris ça? C'est pas moi, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres et de voir comment donner du vrai poids à chaque chose. Moi je me rappelle une fois, celui qu'on appelait Rouve m'a dit non mais le plus important c'est que tu l'accompagnes. D'accord? Non, il y avait un truc très religieux à faire. Il dit non. Ton rôle là maintenant, ton rôle c'est d'être là, c'est pas là. Et là, il est là, il te recadre en 15 secondes, toi, petit jeune, au nom de Dieu, on se calme. Au nom de Dieu, voilà, Dieu il a défini ce qui est plus important. Voilà. Et ça fait beaucoup de bien. Bon, en tout cas, je pense que, personnellement, déjà, j'ai énormément apprécié cet échange. Et je pense qu'au final, ça va me permettre de pouvoir, quand j'ai quelqu'un qui me parle, déjà même pour moi-même, et aussi pour quelqu'un qui me parle, savoir un petit peu comment faire attention, décortiquer, comprendre ce qu'il y a en amont, comprendre les questions qui sont cachées, l'éducation qui est derrière. Et à un moment, une fois qu'on a construit cela tranquillement, lentement, lui demander lui-même de réfléchir, ne pas penser à sa place, ramener tout ça vers une Torah qui donne des définitions et qui permet de commencer à se demander c'est quoi mon rôle, qu'est-ce que je fais, comment je définis les choses,
Qu'est-ce qui est Quelles sont mes priorités? Mes priorités, comment est-ce que je fais des jugements dans le moment dans lequel j'ai besoin d'arbitrer entre telle ou telle chose. Et vraiment, merci beaucoup pour ça, quoi. Avec plaisir. Vraiment, merci. C'est magnifique. Génial. Juste, alors si je peux me permettre, cette idée-là, en vérité, on sait que l'identité juive, elle se construit le soir du Seder, le soir de Pessah, de la Pâque juive, au moment où on sort d'Égypte. Et la cérémonie, la soirée s'appelle le Seder. Et Seder, c'est ordre. Et on voit qu'en vérité, la liberté, puisqu'on célèbre la liberté, créer un lieu de liberté, c'est être capable de créer une vie entre guillemets ordonnée. C'est quoi l'ordre? C'est être capable de savoir mettre chaque chose à la place qui doit être la sienne. Et ça, c'est de là, en tout cas moi c'est comme ça ce que j'aime dans cet enseignement, c'est que j'ai dû l'entendre tous les ans au CDR que j'ai fait à la maison, mais chaque fois, et je l'ai répété. Oui, j'espère. Comme à table du CDR, quand on commence le soir, la vraie liberté, c'est avant tout, comme mon père disait toujours, et dit toujours grâce à Dieu tous les ans jusqu'à 120 ans, c'est de savoir mettre de l'ordre et des priorités dans la vie. C'est fantastique. Merci beaucoup. Toda, Rabba Rabba. Super. Merci.